La fin de la saison 2023 approche et une fois n'est pas coutume, les clubs français n'ont pas vraiment brillé dans les compétitions européennes. Avec aucun club qualifié en quart de finale, à part l'OGC Nice qui s'est fait éliminer sans gloire par le FC Bâle en Conference League, la France a déçu encore une fois et la question concernant l'implication des clubs français en Coupe d'Europe mérite d'être posée. Après près de 70 ans de compétition européenne, seuls l'OM en 93 et le PSG en 96 ont réussi à ramener la coupe à la maison. Le bilan est dérisoire par rapport à l'historique du football en France. On va donc discuter ensemble aujourd'hui de la question suivante. Pourquoi les clubs français sont-ils aussi décevants en Coupe d'Europe? Avec d'abord un petit rappel des faits, quelques statistiques et ensuite l'intervention de quelques personnes que vous devez sûrement connaître. Merci à tous d'avoir cliqué sur la vidéo, c'est parti. On va commencer par une petite partie historique. Je vous l'ai dit juste avant, les clubs français ont remporté seulement 2 trophées européens. La Ligue des Champions en 93, c'était l'OM contre le Milan. Et la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 96, le PSG contre le Rapid Vienne. Paris Saint-Germain a gagné la Coupe des Coupes et le deuxième club français après l'OM a remporté un trophée européen. Ça fait pas beaucoup évidemment, mais le constat est encore plus terrible quand on regarde le nombre de finales disputées. Entre 56 et aujourd'hui, les clubs français ont disputé 16 finales de Coupe d'Europe pour seulement 2 victoires et 14 défaites. Ça nous fait un pourcentage de 87% de défaites, c'est absolument terrible. Dans cette très longue liste de désillusions, nous avons donc le Stade de Reims en 56 et 59, battu 2 fois par le grand Real Madrid, Saint-Etienne évidemment en 76 contre le Bayern et les fameux poteaux carrés, mais aussi le Sporting Club de Bastia en 78, défait par le PSV Eindhoven en finale de Coupe UEFA. Nous avons ensuite l'OM en 91 contre Belgrade, Monaco en 92 contre le Werder en Coupe des Coupes, Bordeaux en 96 contre le Bayern en Coupe UEFA, puis le PSG en 97 contre le Barça en Coupe des Coupes. L'OM a perdu 3 fois en finale d'Europa League de Coupe UEFA, en 99 contre Parme, en 2004 contre Valence et en 2018 contre les Colchoneros. Enfin, côté Ligue des Champions, on se rappelle bien sûr de la défaite de Monaco en 2004 contre Porto et celle du PSG en 2020, c'était contre le Bayern Munich. À chaque fois, la déception est énorme car à chaque fois, on a déjà l'impression que c'est une sorte d'exploit qu'un club français en arrive à ce stade de la compétition, tant on a du mal à banaliser ce genre de parcours. Il y a un moment donné en finale, même le Marseille en 2004 contre Valence en finale de la Coupe UEFA, bon, il y a eu ce carton rouge de Barthez qui n'a pas arrangé les choses parce que évidemment on ne s'apprécie pas entre chauves, entre Colina et Barthez, mais oui, on a l'impression que les clubs français à chaque fois en finale sont hors sujet. Ils sont vraiment hors sujet. On le voit très bien ces dernières années, hormis en Ligue des Champions, avec le parcours du PSG ou même de l'OL dans les années 2000, qui a accroché plusieurs quarts de finale. Et Nilmar qui s'écroule, ça va être le penalty pour Lyon, eh bien non! En Europa League et en Conference League dernièrement, ça patauge de partout contre des clubs largement prenables. Des clubs d'ailleurs que personne ne connaît vraiment, à part quand il s'agit de taper Rennes, Nice, Saint-Etienne, Bordeaux, etc. C'est devenu presque un running gag qui fait rire tout le monde, mais un rire un peu jaune, tant les clubs français ont cette capacité à décevoir en Europe. Il y a toujours l'étincelle bien sûr, on veut y croire chaque année, mais là ça commence à devenir très frustrant. On va pas refaire une liste parce que la vidéo pourrait durer plus de 3 heures, mais voici le top 7 des plus belles éliminations des clubs français en Coupe d'Europe, c'est l'instant Cocorico. En numéro 7, l'OL contre Maribor en tour préliminaire de Ligue des Champions 99, score cumulé 3-0 pour les terribles Slovènes. Et l'ouverture du score en faveur de Maribor. En numéro 6, Coupe UEFA cette fois-ci, les Sedanais battus en 2001 par le Marila Pribram en République tchèque et un bon petit 4-0 encaissé là-bas. À la 5e place de ce superbe classement, l'OM défait par l'ogre tchèque du Mlada Boleslav, premier tour de Coupe UEFA 2007, défaite cumulée 4-3 après un but concédé à la 92e minute. Le commentateur a d'ailleurs bien du mal à comprendre la règle du but à l'extérieur. La séquence est juste exceptionnelle. Ils applaudissent, ils ont le sourire, on a gagné, mais c'est Marseille qui est qualifié. Hein, donc on en reste là. Attendez. L'OM est éliminé. Attendez. Non, c'est eux qui sont qualifiés. L'OM est éliminé. L'OM est éliminé. Eh oui, l'OM est éliminé, mon cher ami. Ah oui. En numéro 4, le FC Nantes battu en 32e de finale de la Coupe UEFA 98 par les Danois du Aarhus Gymnastic Forening. C'est pas de la gym, c'est bien du football. Pourtant, le résultat est le même. Les Français se sont bien fait poutrer. Sur la 3e marche du podium, le FC Metz, éliminé en barrage de Ligue des Champions 98 par le HJK Helsinki, défaite 1-0 lors du match aller, un partout au retour. Merci, au revoir. Ça valait le coup de terminer 2e de première division. Numéro 2, ce sera plutôt un hommage collectif
Un hommage d'abord au Stade Rennais pour sa défaite 1-0 contre le club norvégien du Stabæk en 2008, à Montpellier pour sa déroute contre le club hongrois de ETO Győr en 2010 et aux Stéphanois pour leur défaite à domicile en 2015 contre les Roumains de l'ASA Târgu Mureș. Je suis pas sûr de toutes les prononciations et c'est pas vraiment un bon signe. Enfin, en numéro 1 dans la catégorie des intouchables, l'Olympique Lyonnais en 2012 a frappé très fort. Le club rhodanien hérite de l'Hapoel Nicosie au tirage au sort, un cadeau du ciel à ce stade de la compétition. Un cadeau, pas vraiment. L'OL va réussir à se faire éliminer au tir au but alors que les quarts de finale étaient offerts sur un plateau. Celle-là, c'est une véritable pépite. Il y a eu des bonnes choses, mais je pense que on a quand même manqué de consistance dans notre jeu tout au long de ce match. J'évoquais ce fameux 87% de défaite en finale, soit 13% de victoire, et donc l'immense difficulté des clubs français à finir le boulot. Sur Dimitri Payet qui va lancer Germain. C'est à côté. Mais chez nos voisins, qu'est-ce que ça donne? À titre de comparaison, l'Espagne est à 62% de victoire en finale, c'est monstrueux, l'Angleterre 56, l'Italie 50 et l'Allemagne est à 46. Même pour les Pays-Bas et le Portugal, nos adversaires pour le classement UEFA depuis quelques années, on se fait complètement marcher dessus, puisque les deux pays affichent des taux respectifs de 64 et de 38%, avec encore plus de finales disputées. La conclusion est donc plutôt facile, l'herbe est bien plus verte ailleurs, surtout quand on parle de finale. C'est comme s'ils n'avaient absolument aucune expérience dans ce genre de match. Même l'Olympique Lyonnais qui avait fait une excellente campagne en Europa League un petit peu avant, ils ont foiré leur match aller sur le terrain de l'Ajax 4-1, alors que le match retour, ils l'ont gagné 3-1, ils étaient sur le point de se qualifier. Alors pourquoi la France a-t-elle tant de mal à s'affirmer et prouver pour de bon que ces clubs ne sont pas juste les paillassons des plus grandes équipes du vieux continent? Le problème justement, il est peut-être là. La France ne possède aucun grand club historique, capable de rivaliser sur la durée, capable de durer dans le temps. La France possède de très grands clubs, mais pas d'institutions. Encore une fois, si on veut se comparer avec le gratin auquel la France prétend vouloir ressembler, on voit bien où est le problème. Le Real, Milan, Liverpool, le Bayern, des équipes qu'on a l'habitude de voir encore aujourd'hui dans le dernier carré de Ligue des Champions, ces clubs étaient déjà là dans les années 60-70 et ils dominaient déjà dans les années 60-70. Ce sont des clubs presque immortels, ce sont des géants du football européen. Là où les clubs français finalistes à l'époque, c'était Saint-Etienne, Reims ou Bastia, des clubs qui n'ont pas totalement disparu évidemment, mais qui sont à des années-lumière de jouer l'Europe chaque année. Saint-Etienne 20 ans après redescend en Ligue 2. En Coupe UEFA, l'approche est un peu différente car ça concerne des équipes moins prestigieuses, mais c'est limite encore pire de voir le peu de compétitivité des clubs français dans la compétition. Comment c'est possible qu'en 50 ans, il n'y ait pas une équipe comme Bordeaux, comme Marseille, comme l'OL ou comme Monaco qui ait réussi à gagner la compétition, alors que dans le même temps, il y a des clubs comme Galatasaray, comme Donetsk ou comme Francfort qui ont très bien réussi à le faire. Un club comme Lyon aurait dû déjà gagner au moins une Europa League, ils sont pas passés loin, ils auraient déjà dû en gagner une. Un club comme Marseille aurait déjà dû en gagner une. Mais alors c'est quoi le problème? Où est le blocage au moment de grimper d'un niveau et d'aller chercher cette fameuse reconnaissance par le palmarès? J'ai quelques invités qui ont leurs arguments. Déjà, le problème c'est que notre championnat est très homogène, donc tu as rarement, hormis le PSG, avec sa puissance financière forcément, hormis le PSG, des équipes qui jouent chaque année la Ligue des Champions. Donc ça veut dire qu'entre deux participations de Ligue des Champions, à chaque fois, tu as quasiment la moitié de l'effectif qui s'est barré. Donc non seulement le niveau n'est pas forcément là, parce qu'on a beaucoup de jeunes joueurs dans nos effectifs, mais en plus de ça, t'as pas le temps de progresser, t'as pas le temps de participer, d'enchaîner les participations pour avoir cette expérience justement. Tu repars de zéro à chaque fois. Et oui, le problème, le premier, il est là. Ce sont rarement les mêmes clubs qu'on retrouve en Coupe d'Europe, car les plus gros clubs français, hormis le Paris Saint-Germain, ont du mal à enchaîner les bonnes prestations de très haut niveau en championnat. Le manque d'ambition à long terme de la plupart de ces clubs s'explique principalement par le fait qu'ils n'ont plus vraiment le choix, le business model reposant de plus en plus sur la revente de joueurs. Il n'y a pas de méchanceté ou de mépris ou quoi que ce soit, j'ai vraiment l'impression que les clubs français c'est un peu la vitrine. C'est un peu la vitrine, on se sert au mercato, on prend 2-3 joueurs, mais lorsqu'ils arrivent dans le championnat d'Angleterre, il y a plein de mes collègues qui m'ont demandé des infos sur Eden Hazard lorsqu'il arrivait à Chelsea parce qu'ils n'en avaient jamais entendu parler. Les clubs profitent de la Ligue 1 comme vitrine, comme exposition pour vendre leurs meilleurs éléments, que ce soit à des grosses écuries, mais aussi à des clubs moyens. Boubacar Kamara, né à Marseille, formé à Marseille, qui s'installe comme patron à l'OM, prêt à jouer la Ligue des Champions, appelé en équipe de France et qui finit à Aston Villa, ça fout le cafard à tout le monde. I'm very excited to live in Birmingham. L'expatriation des talents répond à un problème économique,
des fois plutôt à des intérêts économiques, mais ruine complètement le projet sportif des clubs qui ne peuvent plus se projeter sur plusieurs saisons. C'est peut-être cette mentalité qu'il faut changer pour pérenniser un projet et se fixer un objectif. Je pense que ça passe par un changement de mentalité. Il faut qu'on arrête avec la Ligue 1, c'est la Ligue des talents. Parce que moi, quand j'entends Ligue 1 égale Ligue des talents, j'entends vitrine, j'entends Ligue 1 égale réserve pour la première ligue, pour qu'on puisse faire de belles ventes. Voilà. Et cette mentalité-là, il va falloir arrêter avec ça. En Allemagne, ils ne forment pas des joueurs pour les vendre en première ligue. Ils font des belles ventes de temps en temps, mais les joueurs sont formatés pour jouer en Bundesliga et rien d'autre. Des clubs comme le LOSC ou comme l'OL doivent régulièrement vendre leurs meilleurs joueurs au lieu de les garder et de construire l'effectif autour de ces joueurs qui prennent de l'expérience mais finissent par partir. Du coup, ça amène à faire jouer les jeunes, c'est bien, ça fait partie du process, mais c'est pas avec des joueurs de 20 ans que tu vas gagner une grande compétition. Il faut plus de cadres, des joueurs avec de l'expérience qui ne voient plus la Ligue 1 comme un point de passage, mais bien un championnat avec des équipes ambitieuses. Les clubs de Ligue 1 doivent être des étapes finales ou presque finales pour les joueurs, c'est-à-dire on arrête de toujours chercher la pépite ou de toujours faire jouer des jeunes et, alors je dis pas qu'il faut pas du tout en prendre, évidemment c'est important d'avoir des jeunes, mais il faut aussi des joueurs confirmés. Acheter des joueurs sans penser à la plus-value, parce que forcément que si tu ne mets que des gamins sur le terrain, dans les moments importants, ça va manquer d'expérience, les jambes vont trembler, c'est logique, ce sont des gamins, ils n'ont pas de vécu ou très peu. Et ça amène aussi un autre problème pour le championnat français, la Ligue 1 n'est pas du tout vendeuse à l'étranger. On le voit très bien sur ce graphique très intéressant, lors de la saison 2019-2020, le montant des droits TV de la Ligue 1 à l'international n'était que de 80 millions d'euros, soit 11 fois moins que la Liga ou 20 fois moins que la Première Ligue. Même au Brésil, où la France est censée bien se vendre avec la présence de Neymar au Paris Saint-Germain, bah c'est une catastrophe avec seulement 1,5 million d'euros de droits TV contre 30 pour la Première Ligue. La Ligue 1 ne se vend pas, les clubs ne touchent pas grand chose et doivent compenser bien évidemment par la revente de leurs joueurs pour équilibrer les comptes. Le budget serait donc la cause principale de ce manque de compétitivité, mais on va le voir, ce n'est pas la seule raison. Ce problème financier remonte à un constat finalement plus profond, un constat sociétal qu'il faut rappeler. Le football n'est pas le sport ultra majoritaire en France, comme il peut l'être dans d'autres pays. Ça prouve un peu l'attachement des Anglais par rapport à leur équipe, et c'est vrai, hein, on a l'habitude d'entendre de manière un petit peu redondante que le football est une religion, ou c'est pas une religion, mais les Anglais ils prennent vraiment ça comme un culte. C'est fou. Le football est le sport avec le plus de licenciés, avec le plus de retombées économiques, avec le plus de visibilité, mais comparativement à nos voisins, les audiences télé sont largement moins bonnes. Max en parlait très bien dans l'une de ses vidéos il y a quelques années. La France ne consomme pas autant de football que ses voisins, et quand elle en consomme beaucoup vers l'étranger, vers les championnats étrangers, ce qui laisse moins de place à la Ligue 1. C'est un débat qui mériterait des heures de discussion sur la façon dont les Français ont tendance à se tourner vers l'étranger, vers des clubs étrangers, plutôt que de supporter le club de sa ville, de sa région ou de sa famille, ce qui n'aide pas forcément les clubs à se développer. Mais ça, à la limite, c'est plus un débat sociétal, plus que l'aspect sportif, mais le sportif justement, c'est là où je voulais en venir. J'ai l'impression que les clubs français manquent clairement d'ambition, pas d'envie parce que tout le monde a envie de gagner, mais d'ambition en Coupe d'Europe par rapport au championnat. Je pense par contre, c'est ce que tu as peut-être commencé à dire, on ne sait pas gérer ces semaines européennes. Parce qu'effectivement, peut-être qu'on la snob plus, mais il y a toujours ce truc du « ouais mais il y a le championnat dans 3 jours après quand même, 2-3 jours après, comment je fais ?» Autant en Ligue des Champions, les entraîneurs, je pense qu'ils ne se posent pas de questions parce qu'ils savent très bien que s'ils ne mettent pas leur meilleur 11, ils sont morts. Mais en Europa League ou en Conference League, il y a toujours moyen de te dire je peux quand même jouer, je peux quand même changer un joueur ou deux, normalement ça passe, tu vois. Je pense que c'est pas forcément du dédain, mais il n'y a pas non plus cette obligation de mettre son meilleur 11. On se voit peut-être un petit peu plus beau qu'on ne l'est réellement, ou peut-être que effectivement cette Coupe d'Europe on se dit ça peut passer. On voit très souvent des entraîneurs aligner une équipe presque B en Europa ou en Conference League pour se préserver pour le match du week-end et à la fin de l'année espérer gagner 1 ou 2 places avec toujours l'idée des retombées économiques derrière. C'est pas une généralité évidemment, il y a des clubs qui essayent. Je prends l'exemple de mon club, Nice, l'élimination contre le FC Bâle, il n'y avait pas de snobisme, il n'y avait rien. 3 jours avant, Didier Digard avait fait littéralement tourner tout le 11 de départ, à peut-être 2 ou 3 exceptions près grand max, pour préparer au mieux ce match. C'est juste qu'après, à un moment donné, c'est le sport. Tous les matchs ont leur contexte aussi. Pas non plus chaque fois il n'y a pas une vérité générale pour tous les matchs. Mais le calendrier étant de plus en plus chargé, les clubs français n'ont pas la profondeur de banc nécessaire
pour espérer jouer sur les deux tableaux. C'est ce choix qu'il faut savoir faire. On l'a vu par exemple l'année dernière avec Francfort qui a terminé 11e de Bundesliga, donc qui a lâché du lest en championnat, mais qui a en contrepartie gagné l'Europa League. L'ambition européenne, c'est ce qui fait vivre l'histoire des clubs et on n'a pas l'impression que tous les clubs aient compris ça. Des fois, il y a aussi clairement pas de la malchance, mais plus un manque de réalisme, comme si les clubs français ne savaient pas gagner ce genre de match. J'étais à Rennes contre le Shakhtar Donetsk il y a quelques semaines. Rennes aurait dû gagner 15 fois la confrontation, mais ça craque en prolongation avec un CSC malheureux et ça perd au tir au but. Manque d'ambition, manque d'expérience, la France ne fait pas peur comme ses voisins et c'est malheureux parce que ça commence à durer. Non. Évidemment, les journalistes le diront jamais à l'antenne, mais le terme Farmers League est clairement présent en Angleterre, quoi. Donc, non, je veux même pas dire s'il y a... Enfin, j'ai pas envie de parler de mépris, même si je pense qu'il y a un fort mépris par rapport à ça, c'est clair. Il y a un tel retard qui a été accumulé à travers les années. Alors, je dis pas que c'est plus possible de le rattraper, mais va falloir changer énormément de choses. Regarde ce qui se passe dans la Fédération française de football actuellement. Comment c'est possible de performer dans ces conditions quand les dirigeants, nos propres dirigeants, ne pensent qu'à faire rentrer l'argent? On entend même Vincent Labrune qui veut absolument vendre la Ligue 1 à 1 milliard. Mais honnêtement, on a l'impression qu'il y a un décalage qui est total, qu'on veut parler absolument trésorerie, argent, mais absolument pas football, alors que c'est par là qu'il faudrait commencer. Je voudrais évoquer aussi, pour moi ça fait partie des raisons, une certaine prétention des clubs français à vouloir se comparer avec les plus gros, plutôt que de regarder et d'apprendre avec ce qu'il y a de vraiment comparable. On parlait du Portugal et des Pays-Bas juste avant, là-bas ça bosse très bien. On l'a vu par exemple avec le Benfica, avec le Sporting cette année, ou même le Feyenoord qui a battu l'OM l'année dernière et qui cette année je crois est allé en quart de finale d'Europa League. Ça se développe très bien, avec des budgets similaires à Rennes, à Monaco ou à Lille par exemple. À force de voir des équipes avec des moyens dont nos clubs n'ont rien à envier. Je pense par exemple à un club comme le FC Séville, en termes financiers, ça se bat tranquillement avec l'Olympique Lyonnais. Je veux dire, il n'y a pas de gros avantages financiers. Des clubs comme le FC Porto, par exemple, voilà, tous les clubs portugais qui ont beaucoup performé en Ligue Europa. La France est donc assez rigide par rapport à ses voisins, elle a du mal à se renouveler et à faire avancer tous les acteurs dans la bonne direction. Je vais prendre un exemple très simple. L'Italie était un peu en galère ces dernières années, c'était moins compétitif, donc le gouvernement a mis en place un allègement fiscal pour les joueurs qui permet aux clubs d'être beaucoup plus attractifs et donc d'être plus compétitifs en Europe. Une mesure fiscale pour relancer l'attractivité de la Serie A. Bingo, les clubs ont pu recruter plus facilement et on voit que 3 ans après, on a 6 clubs italiens en quart de finale de Coupe d'Europe, dont 3 en Ligue des Champions. Enfin, pour finir, j'aimerais citer une phrase d'Elton Mokolo dans une vidéo très intéressante réalisée par le Club des 5 sur le même sujet. Elton dit en gros ceci: quand un club français se qualifie en Coupe d'Europe quand il passe un tour, on parle d'emblée d'aventure européenne, c'est-à-dire qu'on sous-entend déjà que c'est presque un exploit d'être là, mais on ne parle pas de récurrence. Je trouve la réflexion intéressante, dans le sens où on a l'impression qu'à chaque fois, c'est comme un soulagement, une délivrance quand un club français sort des poules ou se qualifie, comme si on avait peur, comme si on n'osait pas se dire que oui, se qualifier en quart de finale d'une Coupe d'Europe, c'est bien, c'est sûr, mais on peut faire mieux et on doit faire mieux. La France doit arrêter de se cacher par rapport à ça. La France doit montrer son ambition, si elle en a, pour revenir sur le devant de la scène et compter dans ce genre de compétition. La locomotive que représentait l'OL dans les années 2000 et que représente le PSG depuis plus de 10 ans n'est pas éternelle, on verra ce que ça donne dans les prochaines saisons. Donc il est grand temps pour les gros poissons français de montrer ses ambitions, de montrer les crocs, de ne plus se cacher pour entretenir la flamme européenne française. Est-ce que on travaille assez en France? Est-ce que on a la volonté de pouvoir performer, ou est-ce qu'on a juste la volonté de vouloir garder tout le monde au sein du club et de licencier personne si jamais il y a une relégation qui se profile? Est-ce que on veut juste gagner quelques places en Europe et l'année prochaine, enfin l'année suivante, on se fiche un peu de l'Europa League parce qu'au final, le plus important c'est le championnat? Parce que c'est quand même incroyable. On a des clubs français qui veulent se qualifier pour l'Europe pour ne pas mettre vraiment de priorité sur l'Europa League, ou alors de pas la prendre au sérieux. Je comprends pas en fait. Je comprends pas. J'ai l'impression qu'on voit pas ça ailleurs. C'est lunaire. Je pense que les Français manquent de savoir-faire. C'est surtout ça. Il manque le savoir-faire de bien gérer ces compétitions, et il manque peut-être aussi cette envie de faire all-in sur ces compétitions. Ce qu'on reproche, c'est
à l'Olympique Lyonnais, par exemple, de ne pas être en Europe alors qu'ils ont toute la structure et le budget nécessaire, même le stade, pour y être chaque année, quoi. Il manque des locomotives. Derrière le PSG, il y a des clubs qui ont de l'argent, qui ont des moyens financiers, qui doivent faire beaucoup plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo. C'était un sujet que j'avais en tête depuis quelques semaines maintenant et ça me faisait plaisir de le traiter avec Alex et Max pour avoir leurs arguments, leur avis sur le sujet. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des explications, des arguments, une analyse particulière à apporter sur le sujet. Ça peut être intéressant et constructif de débattre tous ensemble sur cet échec cuisant des clubs français en Coupe d'Europe, un échec encore plus criant depuis quelques années. Merci encore à Alex et Max pour leur disponibilité. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'est pas toujours facile d'être face à la caméra, mais je m'entraîne, ça va venir avec le temps. Nous on se retrouve comme d'habitude lundi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo. Ce sera cette fois-ci autour de Monsieur David Trezeguet. Prenez soin de vous. Ciao.